Je te demanderai encore quels sont les moments marquants de ta vie professionnelle, comment le faire pour Oui. tout le monde. Et est-ce qu'il y a eu des moments marquants particuliers? C'est une évolution. Des faits marquants peut-être, des actions marquantes. Des faits, des actions Oui, marquantes. des actions marquantes, oui, il y en a eu. Et, tu parlais de la NASA, par exemple. Bon, j'imagine qu'au moment où la NASA a pris contact avec le centre, ça devait être quand même... Non, en réalité non, parce non. que la NASA, c'était une méthode qui avait été mise au point par les Américains. Et par la Library of Congress, ils avaient mis au point une méthode de désacidification gazeuse qui posait d'énormes problèmes de sécurité. Et donc, ils avaient demandé à la NASA, qui avait des installations sécurisantes, d'utiliser ce procédé. Et ça a été abandonné parce qu'il n'y avait pas de clients. Donc nous, non. Non, mais on a eu des faits marquants, amusants peut-être. Par exemple, un jour, on est venu nous solliciter pour un problème de procès. On est arrivé au laboratoire des personnages nantis de sacs en plastique et gigantesques dans lesquels se trouvaient des documents pleins d'eau et pleins de boue. Et ils se sont venus me montrer ces sacs en me demandant si je pouvais sortir les documents, les sécher et les rendre lisibles, en disant que l'aspect conservation ne les intéressait pas parce qu'il s'agissait d'un problème juridique d'une plateforme pétrolière qui s'appelait l'Alexander Kielland, qui avait échoué en mer du Nord dans les années 80 à peu près. Il y avait eu mort d'hommes, il y avait quelque chose de dramatique, une centaine de morts. Et donc la plateforme s'était cassée, renversée. Et donc c'était une plateforme qui avait été fournie par les Français, mais entretenue par les Norvégiens. Et donc il y avait un procès parce que les Norvégiens avaient fait un procès aux Français pour malfaçon de la plateforme, et les Français s'étaient retournés contre les Norvégiens en disant il n'y a pas malfaçon, mais mauvais entretien. Et donc il s'agissait d'aller récupérer tous les graphes, tous les enregistrements des machines pour pouvoir les lire et pour pouvoir voir si oui ou non il y avait eu mauvais entretien ou pas. Et ça avait été récupéré au fond de la mer, c'était resté 3 ans au fond de la mer, et ils voulaient lire les documents. Alors au départ, on avait déjà mis au point des méthodes d'assèchement des documents en cas d'inondation par des systèmes de congélation, de lyophilisation. Donc ils avaient lu nos publications et venaient me demander si je ne pouvais pas faire la même chose sur leurs documents. Et moi, je n'avais jamais travaillé sur des documents qui avaient séjourné 3 ans dans la mer, avec le problème de la solubilité des encres. Oui, parce que tu t'es beaucoup penché sur le problème des encres. Beaucoup. Ben oui, parce que quand on a des documents à sauver, inondés, il y a un problème de solubilité. Puis quand il y a des traitements à queue, il faut fixer les encres, etc. Donc on s'est lancé dans cette affaire en disant qu'on n'avait rien à perdre, qu'on allait voir, et on a traité, on a sorti, c'était une odeur épouvantable, c'était un travail abominable. On a tout rincé et on a séché par lyophilisation, et on a eu des résultats extraordinaires. On a pu dérouler toutes les bandes, on a pu revoir tous les documents imprimés. Il y a des documents, les rouleaux. Le début du rouleau, l'encre avait été solubilisée, mais après, on voyait très bien les tracés. Ils ont été fous de joie. Le seul problème, c'est qu'on n'a jamais eu le résultat du procès et qu'on n'a jamais su s'ils avaient gagné ou perdu. Alors là, c'est très frustrant, mais ça a été une opération... ça a été une application pratique d'une méthode qu'on avait mis au point pour toute autre Donc raison. par la voie du projet Mémoire vivante de la restauration, on peut poser la question aux responsables du procès. Ah, j'aimerais beaucoup savoir, oui, ça. Parce que tout le monde m'a toujours dit, je vais souvent montrer aux étudiants en disant, voyez, quelquefois on fait une recherche dans un but et puis finalement on l'utilise autrement. Et alors chaque fois on me demande, et alors? Ben oui, alors moi je ne sais pas. C'est quand même une très jolie histoire. On a eu quelques opérations de ce genre. On a eu aussi beaucoup on a fait avec beaucoup de passion la momie de Ramsès.
Et c'était intéressant, on a beaucoup C'est travaillé. un de tes titres de gloire, en fait. Ou en gloire, je ne sais pas. C'est en tout cas très médiatique. Quand Oui, les c'est ça. journalistes viennent au laboratoire en disant qu'est-ce que vous avez de spectaculaire. Alors quelquefois même c'est agaçant parce qu'ils viennent quand ils savent qu'on a fait, qu'on s'est occupé de Ramsès. Alors ils viennent photographier alors que nous on trouve que il y a des choses beaucoup plus intéressantes que nous avons mis au point, mais pas du tout spectaculaires. C'est vrai que quand on met au point une méthode de désacidification des manuscrits, il n'y a rien de très spectaculaire pour les médias. Tandis que d'avoir analysé les bandelettes de Ramsès, avoir mis au point une méthode de désinfection la momie de Ramsès, alors là c'est spectaculaire. Mais ça a été une expérience extraordinaire parce qu'on était une quarantaine d'équipes à travailler sur Ramsès et on a travaillé en une collaboration très étroite. Et c'était tout à fait intéressant. Et en particulier, on a travaillé avec l'équipe Arc Nucléaire, que j'aime beaucoup, parce que là aussi, on a toujours beaucoup travaillé ensemble. C'est des contacts. C'est Grenoble, donc. Oui, Grenoble, je suis aussi un petit peu à l'origine, parce que Grenoble, c'est tout... Ah ben, j'ai oublié de parler du duc de Varine, qui m'a beaucoup marqué aussi, parce qu'il a été secrétaire général de l'ICOM, et qu'on s'est lié d'amitié avec lui. Et on travaille énormément ensemble, à tel point qu'un jour, il me téléphone au laboratoire en me disant « Écoute, j'ai un jeune ingénieur du CEA qui est dans mon bureau et qui me parle de quelque chose d'assez fascinant. Il vient de traiter par rayonnement gamma, il vient d'un parquet de la maison de Stendhal. La maison de Stendhal de Grenoble. Il m'a montré des photos, ça a l'air formidable. Il a imprégné de résine, il a polymérisé avec un rayonnement gamma. Moi, je suis fascinée, mais j'y connais rien. Est-ce que tu peux le recevoir ? C'était de Nadaillac, Louis de Nadaillac. Je lui dis, bah oui, je veux bien. Tu sais, moi, je ne connais pas grand-chose non plus. Rayonnement gamma, je ne sais pas. Bon, toujours est-il, tu me l'envoies. Et alors, j'ai vu Louis de Nadaillac, il m'a parlé de tout ça. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Et je lui dis, mais oui, vous avez une place dans le milieu de la conservation. Allez-y, c'est formidable. Bon, alors donc, il a fait son petit trou. Et à un moment donné, tout seul, comme toujours, on est pionnier. Et ensuite, il m'a téléphoné en me disant, vous n'avez pas un ingénieur, j'ai un poste d'ingénieur, mais j'ai personne. Je dis non, je n'ai pas d'ingénieur, mais on ne sait jamais. Et se pointe dans mon bureau 1 mois ou 2 mois plus tard, Régis Ramière, qui vient me dire, voilà, j'ai fini mes études, je cherche du travail, je suis intéressée par ce que vous faites, est-ce que par hasard vous n'auriez pas un poste ? Moi, j'avais malheureusement pas de poste, moi, j'avais jamais de poste. Je lui dis, oh, écoutez, je suis désolée, j'ai du travail pour vous, mais j'ai pas de poste. Mais par contre, si vous voulez aller à Grenoble, j'ai un ami qui... Et il m'a dit, ah ben Grenoble, ça serait formidable, je suis montagnard, j'adore skier. Ah oui, je prends le train ce soir. Et ils ont fait affaire. Et donc, il a été engagé par Louis Nadaillac. Le malheur a fait que Louis est décédé 1 an plus tard, à peine. Quelque chose comme ça, d'une leucémie affreuse. Alors, il y avait Christian Tassini, qui était du CEA, qui avait été engagé par Louis Nadaillac, en même temps que Régis Ramière. Et quand Louis Nadaillac est décédé, on était évidemment avec Hugues aux obsèques, et on a trouvé ces 2 garçons, Régis et Christian Tassini, complètement désemparés, en disant mais nous on ne sait rien, c'est Louis qui faisait tout, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Et avec Hugues, on s'est dit on ne peut pas les lâcher, on va les soutenir, nous on connaît quand même pas mal de gens à la culture, on va les pousser, et on a vraiment beaucoup, on les a beaucoup aidés à commencer, et donc je crois que je peux dire que je suis un peu à l'origine de la réussite d'Arc Nucléaire. Et donc j'ai été très contente de retravailler avec eux à propos de la momie, parce que ça a été toute une expérience très, très, très amusante. Donc c'est peut-être, est-ce que ça peut s'appeler les moments forts ? Disons que c'est le moment plus spectaculaire. Le Titanic. Alors oui, je pensais aussi, mais tout ça c'est du spectaculaire. C'est les objets du Titanic qu'on a traités. Aussi tout ce qui était en cuir, en particulier un tablier de mécanicien, là c'était la plus belle réussite. On a sorti un tablier magnifique comme s'il sortait du bon marché. Et des cartes, on a traité des piles de cartes postales, c'est très émouvant. Alors c'était pareil que mes archives de l'Alexander Kielland, c'est-à-dire qu'il y avait des piles. Alors les premières cartes postales, c'est pour vrai que l'encre avait
été solubilisées, mais au centre, au cœur, il y a eu encore des cartes qui étaient lisibles, avec des timbres qui étaient encore mis. C'est assez émouvant. C'est les périodes émouvantes de cette carrière. Mais c'est bon, est-ce qu'on peut appeler ça les points forts? Je dirais plutôt les points émouvants. Émouvants et spectaculaires. Et comme Florence en 66. Ah ben Florence, ça c'était une réussite scientifique. Oui, ça j'étais très heureuse d'être au point pour résoudre un des problèmes, il y en avait tellement, des livres de Florence de la désinfection, ça c'est vrai. Alors, ça a été à l'origine, Florence, d'abord, on a pris un point, la technique qu'on avait mis au point, on l'a utilisée, et ça a été à l'origine de l'utilisation de l'oxyde d'éthylène à travers le monde, massivement. Partout, aux États-Unis, au Canada, tout le monde s'est équipé d'autoclaves oxyde d'éthylène pour désinfecter les collections. Malheureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, après on a découvert que c'était un produit toxique et alors ça a été rejeté, interdit dans certains pays, comme les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas. Heureusement, en Europe, c'est à peu près toléré. Et maintenant, on a beaucoup travaillé pour utiliser l'oxyde d'éthylène d'une façon sécurisante, mais je viens de découvrir récemment que si l'oxyde d'éthylène est tellement combattu, tellement controversé dans notre domaine culturel, je ne comprends pas pourquoi c'est tellement utilisé dans le domaine médical. Et je croyais que ça ne l'était plus, et je viens d'apprendre que 40% du matériel médico-chirurgical, incluant les prothèses qui sont en matière plastique, sont stérilisées à l'oxyde d'éthylène. Ah oui. 40%, mondialement. C'est incroyable. Ah oui. Quand on sait que les plastiques désorbent difficilement l'oxyde d'éthylène. Alors pourquoi on utilise l'oxyde d'éthylène pour stériliser un appareillage médical et pourquoi on l'interdit dans le domaine culturel? Ça, moi, je ne peux pas comprendre. Surtout quand on travaille proprement, qu'on désorbe, etc. C'est quelque chose... Alors là, si tu veux, c'est un contre-cœur, une défaite, si tu veux. On a mis au point l'oxyde d'éthylène, ça marche très bien. Sur la plupart des documents, il n'y a aucun effet néfaste. Maintenant, on est encore en train de travailler pour voir l'action sur certains pigments, parce qu'on a entendu dire que des pigments viraient sans qu'il y ait aucune étude scientifique qui le prouve. Rien. Donc, là, je ne fais plus de recherche, mais je suis quand même un peu à l'origine de recherches qui sont en train de se faire au laboratoire, au CRCDG, sur l'effet de l'oxyde d'éthylène, sur une palette de pigments assez étendue, sur des résines utilisées pour les instruments de musique, parce que Marie-Odile Kletz, en particulier, avait trouvé que quelques violons traités à l'oxyde d'éthylène devenaient poisseux. Donc, on essaye de voir le pourquoi. C'était le vernis donc qui devenait poisseux. Le vernis sans doute, oui, au toucher. Donc c'était le vernis, donc on fait quelques études là-dessus. Mais ensuite on a fait beaucoup de travaux pour essayer de mettre au point une méthode qui fasse que la désorption des matériaux traités soit correctement réalisée. Auquel cas il n'y a plus vraiment de danger. Ceci étant, ce que j'aurais voulu faire avant de prendre ma retraite, c'est de trouver une autre technique qui soit aussi efficace et qui ne soit pas toxique pour les documents, ce que je n'ai jamais trouvé. Parce qu'on a essayé tous les rayonnements ionisants qui sont très bons, enfin qui marchent très bien pour la désinsectisation, désinfection, mais qui ont un effet tout à fait désastreux sur les matériaux organiques, dont la cellulose. Et quand je vois qu'on traite à Munich, j'ai entendu une communication d'une personne qui traitait une personne d'un musée des textiles en Allemagne, qui traitait toutes ces tapisseries au rayonnement gamma avec des doses 4 fois plus importantes que celles qu'on utilise. Alors ça me laisse rêveuse. Donc, si tu veux, un des regrets peut-être, c'est de ne pas pouvoir trouver une solution qui satisfasse tout le monde pour désinfecter. Parce que ça a été un peu mon cheval de bataille, la désinfection. J'ai commencé avec ça, j'ai fini avec ça, mais c'est vrai que la solution qu'on utilise maintenant est contestée lourdement. Peut-être pas à raison, mais elle est contestée. Donc c'est ennuyeux de traîner derrière soi une contestation. Et j'aurais beaucoup aimé trouver une méthode. J'espère que quelqu'un va la trouver, mais jusqu'à présent, rien ne se voit poindre. C'est un de mes regrets. Peut-être.
Ta carrière internationale a été particulièrement importante si l'on pense à ce qu'elle a pu être pour d'autres représentants français. Et tu ne t'es pas seulement occupé de l'ICOM, qui semble être un de tes enfants chéris quand même, mais aussi de la section française de l'AISC. En fait, tu as été à l'origine de la création de la section française de l'AISC. Ah, complètement. En réalité, j'ai pas mal collaboré avec l'AISC, tout en collaborant avec l'ICOM. J'ai fait partie du conseil d'administration très longtemps. Bon, c'est toujours un peu le même milieu, donc c'était Gary Thompson, Perry Smith. Bon, c'est un petit peu les mêmes collègues qui m'ont sollicité et j'ai bien aimé travailler avec eux. Et c'est vrai qu'en 84, il a été décidé que le congrès qui a lieu tous les 2 ans de l'AIC se ferait à Paris. Et à cette occasion, on s'est dit, donc on m'avait demandé de m'en occuper puisque c'était Paris. Et Marcel Stefanacci était intéressé et un jour, ensemble, il m'a dit, vous ne voudriez pas qu'on organise ensemble ce congrès et on pourrait peut-être créer une association. Là, comme il y avait déjà des sections nationales de l'AIC, Marcel m'a dit, c'est lui qui m'a un peu poussé, mais dans le fond, on devrait créer la section française à l'occasion du congrès de 84. J'ai trouvé que son idée était bonne et j'ai dit, bon, bah, si vous êtes d'accord, on fait cavalier ensemble et donc on crée ça. Et ça a été une expérience très intéressante. J'ai beaucoup aimé. C'était à l'époque où Lang était ministre de la Culture et donc très ouvert aux problèmes de conservation. Il nous a beaucoup aidés. Il nous a mis dans les mains d'une de ses conseillers scientifiques. Il nous a donné des crédits très confortables, qui nous a permis de réaliser une belle conférence. Et c'était très enrichissant. On a travaillé 2 ans avec Marcel. On a dû créer la SFIC en 82, je pense, parce que le congrès était en 84. Et entre 82 et 84, on a travaillé tous les deux. Et j'ai beaucoup aimé. Alors après, j'ai été la présidente de la SFIC, bien sûr, quand on crée, pendant assez longtemps, parce qu'en principe, les mandats sont de 4 ans, je crois. Et comme c'était la première fois, j'ai dû faire 2 mandats. Là, à chaque coup, c'est pareil. Donc j'ai dû être présidente pendant quelque chose comme 8 ans. Et je me souviens que j'avais essayé d'entrer justement étant de nationalité suisse, mais francophone. Et tu avais été rejeté. J'avais été rejeté. Oui, jusqu'au moment où je me suis adressé directement à toi. Je me dis, évidemment, évidemment, il faut qu'on prenne un Suisse francophone. Oui, je me souviens très bien. C'est comme ça que j'étais entré dans la section française de l'AISC en qualité de premier étranger. Tout à fait. Mais c'est bien parce que Marcel s'en occupe. Alors moi, moi j'ai lâché tout, mais Marcel a continué avec beaucoup de dynamisme et ça marche très très bien. Il a développé beaucoup la SFIC et c'est devenu quelque chose de très important et ils font, à mon avis, ils font très bien, ils font beaucoup de colloques, j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font. Puis Corée, c'est quand même quelque chose de très haut niveau, n'est-ce pas? C'est une très belle revue, très sérieuse, dans laquelle on trouve vraiment des articles fort intéressants. Donc c'est très bien la SFIC. Et je trouve que Marcel mène ça vraiment avec énormément de dynamisme et d'intelligence, de compétences. Et j'ai beaucoup... Parce que c'était tout petit, moi, quand j'étais présidente, il n'y avait pratiquement rien. C'est vraiment Marcel qui a tout fait. Ah non, moi j'ai lancé l'idée. Je me suis beaucoup occupée du congrès de 84. Voilà, parce qu'en fait, quand même, là, tu as suscité un enthousiasme. Je me souviens qui confiné au délire parmi mes collègues. Oui, c'était une belle réunion. Pour eux, c'était une espèce de bouée de sauvetage qui apparaissait pour la profession en France. Oui, c'était vraiment, c'est vrai que c'était une belle réunion et je m'en suis beaucoup occupée et ça m'a beaucoup passionnée. Mais après, je ne me suis pas vraiment beaucoup investie dans la SFIC. Non, c'est surtout Marcel. Marcel s'est investi à 100% et très bien. Et vraiment, c'est devenu quelque chose de très solide, très bien. D'ailleurs, je crois que parmi toutes les sections nationales de l'AISC, c'est une des bonnes. En fait, c'est une des plus actives, des plus présentes sur le terrain. Elle s'est développée considérablement. Ils ont même un site sur le web qui est très bien, très bien. Moi, je trouve que c'est très bien tout ce qu'il faut. Puis Corée est vraiment une revue de... Très belle revue, très intéressante. J'aimerais qu'on aborde encore un point important qui est celui
de l'organisation du laboratoire, enfin du centre, dont tu t'es occupé jusqu'en 1998, oui, si je ne me trompe pas. Tout à fait. On a parlé, parce que le projet s'appelle Mémoire vivante de la restauration. On a parlé, la mémoire vivante comporte l'histoire, mais elle comporte aussi évidemment la recherche. Et j'aimerais comprendre un peu comment était organisé le laboratoire dont tu t'es occupé à partir du moment où vous avez pu occuper les nouveaux locaux en 1971. Oui, alors c'est en 71 effectivement que ça a été très bien structuré. Alors en réalité, comme je l'ai dit, le chapeau a toujours été le même, c'est-à-dire un représentant des trois directions qui étaient les nôtres, c'est-à-dire archives, bibliothèques et musées, pour la culture, le muséum d'histoire naturelle qui nous accueillait, mais pour lequel on n'a pas fait grand-chose, hormis le fait qu'on a travaillé quelquefois sur les collections moisies, etc. Mais vraiment, on est un peu parasite, si je peux dire, parasite du muséum. Et puis le CNRS. Alors il a été décidé que ce serait le CNRS qui gérerait ce laboratoire. Ce n'est pas pour autant qu'il nous donnait les subventions. Il a été décidé qu'il gérait et qu'il nous donnerait le gros équipement, parce que la culture à l'époque n'avait pas d'enveloppe pour le gros équipement, mais par contre il avait dit qu'il nous donnerait le fonctionnement. Alors donc le CNRS a dit que ce serait un laboratoire CNRS. À l'époque on a dû être classé comme laboratoire de service. Alors au CNRS, c'est assez compliqué parce qu'il y a des directions. Il y a la direction de la chimie, de la physique, il y a énormément de directions, et il y a une direction pour les sciences de l'homme et de la société. Alors au début, on était dans la section de la biologie, parce qu'on considérait qu'on faisait de la biologie. On a été pendant pas mal d'années sous l'enveloppe, sous le directeur de la section, le département de la biologie. Et puis, les choses changent beaucoup avec le CNRS et finalement, ils ont décidé qu'on ne faisait pas tellement de biologie, mais qu'on s'occupait surtout de biens culturels. Donc, il était plus évident qu'on devait être dans le département de sciences de l'homme et de la société. Alors, ça veut dire un peu. Et puis ensuite, on n'était plus laboratoire de service, ce qui était ridicule. On a été ce qu'on appelle au CNRS une unité mixte. Une unité mixte de recherche, donc ça regroupait une unité mixte de recherche, alors plus les directions, mais le ministère de la Culture, le Muséum d'Histoire Naturelle et le CNRS. C'était plus simple, au lieu de traîner les directions de la culture, on a mis carrément le ministère. Comme au ministère, il s'était créé une direction de la recherche et la technologie, la MRT, c'est le directeur du département, de la direction de la recherche et la technologie, qui était le représentant notre service dans notre conseil de scientifique. Donc, c'était un peu plus simple. On n'était plus que trois directeurs. Mais les choses n'étaient pas si simples. On était donc les trois têtes, la culture, le CNRS, le muséum. On dépendait des sciences de l'homme et de la société. Jusqu'à là, on était une unité mixte, tout ça là va très bien. Seulement, le problème, c'est qu'on était tout et rien. C'est-à-dire que pour les sciences de l'homme et de la société, il n'y avait aucun chimiste. Comme la plupart, toute l'équipe, c'était des physiciens, des chimistes et des biologistes, ils ne comprenaient rien aux recherches que nous faisions, ils étaient incapables de juger. Donc, on a eu en sous-commission la chimie. On passait nos rapports d'abord à la chimie, qui devait donner l'aval, en disant si c'était valable ou pas. Il donne, du reste, c'est toujours vrai, l'aval aux sciences de l'homme et de la société, en disant oui, ça y est, vous pouvez les juger, ils sont corrects, ils font un truc correct. Bon, ça veut dire on a toujours été assises entre les sciences dures, ce qu'on appelle, et les sciences humaines. Ça veut dire qu'au point de vue des crédits, on n'intéressait pas à 100%, on n'intéressait à 100% aucune des directions. Les chimistes, ils nous trouvaient folklore, très rigolo, faisant des recherches originales, c'est toujours le compte-rendu, très bon laboratoire, des recherches qui paraissent très bien menées, sur un sujet très original. Tout ça, c'était très bien. On a eu beaucoup de lauriers, mais jamais un centime. Parce que, quand il s'agissait de donner de l'argent, on en a tellement peu, on va donner ça à nos chimistes qui font de la recherche fondamentale plutôt qu'aux ozos qui font de la recherche pour la conservation de biens culturels. C'est joli, mais on ne peut pas payer. Quant aux humanistes,
ils comprenaient mieux l'intérêt, puisque c'était les documents qui étaient leurs documents sur lesquels ils travaillaient, mais ils avaient tellement peu de crédit qu'on a toujours des difficultés. Alors, au lieu d'appartenir vraiment à une section, à une direction, où on aurait pu être poussé si nos recherches étaient considérées comme valables, on était toujours encensé, on a toujours eu des rapports extrêmement élogieux, tout le monde, mais vraiment des difficultés énormes pour avoir des crédits. Pour cette raison, parce qu'on n'était jamais. Mais on a vécu toujours comme ça. En fait, ça obligeait surtout la directrice que tu étais à faire de la haute voltige, en utilisant un mégaphone. De la très haute voltige et en faisant beaucoup ce que j'appelle, entre guillemets, les paillassons. C'est-à-dire aller voir les directeurs, aller leur expliquer l'intérêt, au lieu de leur envoyer le rapport, d'aller moi-même leur porter en disant, voilà, je sais bien que c'est pour les chimistes une recherche qui est une recherche appliquée, mais enfin, etc. Ça a un peu évolué, parce que les mentalités des chimistes au CNRS ont évolué. Au départ, ils étaient vraiment très bornés, la recherche pure, la recherche fondamentale. Maintenant, la mode est plus à la recherche appliquée. Alors ça s'est un peu amélioré parce que on fait partie de la recherche appliquée. Mais enfin, difficile à gérer, difficile. Il fallait toujours plaider. Est-ce que tu te considères vraiment encore comme chimiste? Parce que tu as une formation de chimiste. Et quand tu parles, je me dis toujours, mais en fait, pour moi, c'est la scientifique parfaite. Parce que je suis biochimiste en réalité. Voilà, biochimiste. Il me semble que tu es capable de passer d'un domaine à l'autre. Sans difficulté. En réalité, ce qui m'a toujours passionné dans mon travail, c'est le laboratoire. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé rester dans mon labo. Et les semaines où j'avais pas de déplacement, pas de réunion, je regardais mon agenda, je me dis, oh, c'est une semaine formidable, je vais pouvoir être au labo. Et ce qui m'a toujours énormément intéressé, c'est de discuter avec les responsables des sections, parce que le laboratoire est organisé sous forme de sections. Alors on a créé, la section la plus ancienne, c'est le papier, bien sûr, les documents graphiques, c'est le papier. Ensuite, on a créé la section cuir et parchemin, parce que, bon. Ensuite, on a créé la section microbiologie. Et enfin, et bien plus tard, dans les années 70-75, on a enfin créé la section matériaux photographiques. En réalité, il y a eu un petit problème parce qu'on nous a presque obligés à créer une section audiovisuelle. Et on m'a imposé un ingénieur en me donnant les crédits pour acheter son matériel. Mais aucune possibilité d'évolution. Et je me suis rendu compte que je gardais la photo et l'audiovisuel, bande magnétique à l'époque, et je ne pouvais pas mener à bien avec les financements que j'avais les deux sections. Et donc je me suis débarrassée à la Bibliothèque nationale de tout ce qui était audio pour garder et pour développer la section de la photo. Et c'est comme ça que j'ai pu engager un ingénieur, qui est Bertrand Lavédrine, qui m'a succédé à la direction de ce laboratoire. Dans les années 75 à peu près. Oui, à peu près. Et qui était passé aussi à l'IFROI. Non, un petit peu 80, non, il est rentré. Pardon? Qui était passé aussi à l'IFROI. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est un ingénieur, il sort d'une école d'ingénieur de l'école catholique, qui est une bonne école. Et donc, il a un diplôme d'ingénieur, mais il a toujours été passionné dès son plus tendre enfance par la photo. Et c'est ça qui m'avait impressionné. Quand il est venu se présenter, je cherchais un ingénieur pour la photo. Et j'avais trouvé personne, parce que trouver un ingénieur, un chimiste, qui soit passionné par la photo, c'est pas évident. Et je suis tombée sur Bertrand qui m'a dit, et même à un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'il se moque de moi, est-ce qu'il en rajoute pour être engagé? Est-ce que c'est bien vrai? Parce qu'il m'avait raconté qu'à 10 ans, il avait créé dans la sous-sol de sa maison un atelier pour développer. Il m'en avait raconté, comme Bertrand s'est raconté. Il m'a envoûté, Bertrand, il m'a toujours envoûté du reste. Et donc, je l'ai trouvé tellement passionnant, que je ne me suis pas trompée. Donc il a pas créé, en réalité, la section a été créée par un autre ingénieur, qui est une fille remarquable, mais qui travaillait qu'à mi-temps, qui ne voulait pas travailler à temps plein. Et comme en plus, elle ne pouvait pas à mi-temps prendre en main cette section. Bertrand l'a très bien développée. C'est la plus jeune section, mais qui a quand même, il est au labo depuis 18 ans. Alors ça fait quand 18 ans? On est en 2080-85.
Les relations avec d'autres laboratoires sur le territoire français, comme le laboratoire des monuments historiques à Très Champs, bonnes. Elles sont excellentes, mais plus amicales que scientifiques. c'est ça. On n'a jamais eu de programme de recherche en commun, ce qui est tout à fait dommageable. Jamais. Ni Et avec comment Champs. expliques-tu cela? C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes matériaux. Oui, bien Du sûr. tout, du tout. On s'est jamais marché sur les pieds, ça il faut bien le dire. Ni avec le C2RMF, ni avec Champs. Tout au moins jusqu'à mon départ. Je ne sais pas maintenant comment les choses se passent. On est toujours resté cantonné dans nos matériaux. Alors avec Champs, où les relations ont toujours été très très amicales, de tout temps, ils ne travaillent pas du tout sur les mêmes matériaux, la pierre, le vitrail. Alors il y a le textile. J'allais dire, oui. Le textile, on aurait Pensez pu au parchemin. oui, le textile, cuir, on aurait dû faire des choses ensemble. papier. La microbio. Oui. La microbio sont orientés sur la microbio de la pierre, des peintures rupestres. Pas tellement des. Ils font surtout les peintures murales, les peintures rupestres, la pierre, donc pas du tout la même microbio que nous. Alors le textile, moi j'avais pensé qu'au moment où ils ouvraient la section textile, on aurait pu avoir des liens, mais ça ne s'est pas trouvé. Non, on n'a jamais, moi j'ai toujours fait partie de leur conseil scientifique, maintenant Bertrand en fait partie, ils ont fait partie du mien, on est toujours très au courant, l'information passe très bien, très amicale, on se reçoit, on s'est reçus les uns les autres, ça n'a jamais été plus loin. Alors avec le C2RMF, alors encore moins. Oui, vraiment. La seule et unique fois où on a travaillé ensemble, c'est justement pour le papyrus, avec Alain Duval, qui nous a fait des analyses avec le... Puis que c'est parce que les manuscrits venaient du Louvre. Oui, alors ça fut... Non, on n'a jamais... C'est tout à fait dommage. Je pense qu'on aurait pu faire des choses. Oui. Ils ont essayé en ce moment, peut-être que ça va mieux marcher, je ne suis pas absolument sûre. En fait, imaginez que les relations sont beaucoup plus faciles avec les laboratoires étrangers, si je comprends bien. Eh bien, écoute, en réalité, on n'a jamais vraiment eu de programme commun avec aucun laboratoire, que ce soit français ou étranger, jusqu'à la Commission européenne. Et grâce au contrat de la Commission européenne, et on en a beaucoup, ça va leur faire plaisir. Oui, oui, on en a eu énormément, on a été les premiers. On a eu au départ, dans la première fournée, il y a 5 ou 6 ans, on a eu un contrat sur le papier, l'effet de la pollution sur le papier, et un autre contrat européen, complètement différent, sur le cuir. Et depuis, Claire Chahine est la représentante pour la France, pas tous les ans, puisqu'il y en a tous les 3 ans, elle en est à son 4e, et le 4e vient d'être admis par la Commission européenne. Ça veut dire qu'on doit, et Bertrand en a un maintenant, on a dû avoir depuis le début 5 ou 6 contrats européens. Alors par le biais des contrats européens, maintenant c'est merveilleux, parce qu'on travaille avec l'IRPA, avec Copenhague. Avec lequel tu avais déjà fait des contacts privilégiés. Oui, mais là c'est indépendant. Avec l'école de Copenhague, avec René Larsen qui en est le directeur, donc les contrats... Moi j'ai eu des contrats avec les industriels de Delft, le TNO, qui est une énorme trust pour le papier, avec les Suédois, chaque contrat, on a au moins 4 partenaires de pays différents. Alors maintenant, grâce au contrat européen, on a des travaux, c'est merveilleux, c'est ce que j'aurais toujours voulu faire avant que la Commission européenne ne l'instaure. Et avec le pays le plus peuplé, l'économie la plus florissante, tout au moins jusqu'à ces dernières années, qu'est l'Allemagne, quel type de contact avez-vous eu? Je suis en train de chercher si on a des Allemands dans nos contrats européens. Moi, j'ai des contacts très serrés avec l'Allemagne, par le biais de quelqu'un avec qui j'ai des relations amicales, c'est Gerhard Banik, qui a créé à Stuttgart une école dans l'Académie des Beaux-Arts de formation de restaurateurs. Mais lui n'est pas allemand, ou bien? Il est viennois. Ouais. Il est viennois, mais il est responsable de cette formation à Stuttgart. Et moi, je donne des cours, là. C'est ça. Je donne des cours tous les 2 ans, je vais donner des cours. J'y vais là au mois d'octobre.
je continue, mais j'ai des relations très, très proches avec lui. Les Allemands, c'est à peu près le seul contact vraiment. Alors, est-ce qu'il y a eu un contrat européen qui inclut... Oui, je crois que il y a eu un contrat parchemin. Je n'en mettrai pas ma tête à couper, mais il y a eu peut-être une fois un partenaire allemand, mais j'en suis pas très sûre. Je suis sûre des Danois, des Belges, des Anglais, d'Italiens. Est-ce qu'il y a eu un Allemand? Pas dans le mien non. Moi, j'ai eu un Norvégien. Les Allemands sont très présents dans le bâtiment. Ah, peut-être, oui. Il y a une coopération franco-allemande à 50-50 dans le bâtiment. Laboratoire l'URMH. Oui, ils doivent travailler avec. Oui. Nous, moins. Mais je travaille beaucoup avec. Enfin, j'enseigne à Stuttgart. J'enseigne et puis j'ai été voir aussi des travaux pratiques. J'ai pas mal. J'ai des contacts. Mais c'est vrai qu'il est d'origine viennoise. Et je l'ai connu quand il était à Vienne. Ça a été pour moi un jeune, il est beaucoup plus jeune que moi. Parlons justement de Stuttgart, tu as fait allusion à des cours que tu donnes là. Oui. Et en fait, je sais qu'une partie importante de ton activité professionnelle est consacrée à l'enseignement, ou a été consacrée à l'enseignement. Oui, elle est toujours importante, peut-être pas, mais enfin, j'ai toujours, et c'est normal, comme tout chercheur, on doit passer le message. Moi, je trouve, pour nous, chercheurs, que la partie la plus importante pour passer le message, c'est la formation sur le tas, la formation des jeunes chercheurs, qui peut se faire qu'au laboratoire. Mais c'est évident qu'on se doit de passer le message aux futurs restaurateurs, conservateurs. Donc, j'ai beaucoup œuvré, en particulier pour la MST, où j'ai été à l'origine de la création. Et ça m'a beaucoup amusé. La création a été faite par un groupe. Gilbert Descroix. Oui. Non. Si, il y avait Gilbert Descroix. Mais c'est surtout Madame Arveller, qui était recteur de l'Académie de Paris, qui était à l'origine de la MST. Il y a eu donc elle, qui est une femme fascinante. Là aussi, elle m'a beaucoup marquée. Elle ne m'a pas marquée dans mon travail, mais pour la formation. Il y avait deux haies. Je ne sais pas si tu l'as connue, qui était à l'origine de la création. Non, je ne me souviens pas. Je connais le nom, mais je ne me souviens pas de la Moi, j'étais dans la cellule formation MST, parce que ce qu'ils ont un peu oublié à la MST, parce que quand j'ai pris ma retraite, quelques mots avec Wolfanski, qui avait complètement oublié que j'avais beaucoup enseigné, que je m'étais donné beaucoup de mal pour la MST. Par contre, on s'en est souvenu. On s'en est souvenu à Bruxelles, quand on a fêté le 50e anniversaire. Ah, mais j'ai une reconnaissance au niveau international bien supérieure au niveau national, à tout niveau. Non, mais avec l'IFROA, j'étais pour rien dans la création, j'étais simplement enseignant, et j'ai toujours gardé des rapports extrêmement amicaux, et je continue. Mais là, j'ai une dent contre Wolfanski. Il m'a jeté le jour où j'ai pris ma retraite. Jeté. Je cours pas après l'enseignement, je trouve mais j'ai trouvé la procédure. On parlait de Stuttgart et de l'enseignement. Ah oui. En fait, tu as eu une carrière d'enseignante aussi. Voilà. Oui, alors donc, quand s'est créée la MST, bien sûr, j'ai enseigné. J'ai enseigné dans les matières qui étaient les miennes, c'est-à-dire toujours le papier, les problèmes de restauration du papier, et puis tous les problèmes biologiques, c'est toujours un petit peu les mêmes thèmes. Puis ensuite, quand l'IFROA a été créé, j'ai continué à enseigner également. Mais alors j'ai quand même été à l'origine d'une fusion. Parce qu'il y avait au départ quelques tiraillements entre l'IFROA et la MST, il y a eu quelques petits tiraillements. Et à un moment donné, on me demandait de faire pratiquement les mêmes cours aux élèves de la MST et de l'IFROA. J'ai dit, non, ça c'est pas possible, ce sont les mêmes profils, ce sont les mêmes sujets. Moi, je veux bien continuer dans la mesure où vous les réunissez, mais je veux pas faire deux fois la même chose. Et alors, ça a été accepté, et pendant de nombreuses années, j'ai fait une partie de mes cours au laboratoire, du reste ça se faisait aux élèves réunis. Ensuite, quand l'école du patrimoine s'est ouverte, j'ai enseigné à l'école du patrimoine. Et puis, dans les formations, par exemple, les archives nationales organisent un stage international intéressant de quelques mois, peut-être 6 mois même. Donc, j'enseignais là aussi. Et puis, dans les formations continues, enfin oui, l'enseignement nous prend... Et quand je dis moi, tous les ingénieurs du laboratoire participent à l'enseignement
dans toutes ces formations, IFROA, MST, École du patrimoine, chacun pour leur domaine. Donc on traite le cuir, le parchemin, la photo. On est tous sollicités et je crois que c'est de notre devoir. Je me souviens aussi qu'à la fin des années 60, au début des années 70, j'ai eu plusieurs collaborateurs qui me parlaient avec enthousiasme de cours qui étaient donnés par une jeune chimiste à Bruxelles. Ah oui, à Bruxelles, c'est vrai. À l'IRPA. C'est vrai que ça a été mes premiers pas dans l'enseignement, c'est à Bruxelles. Quand ils ont fait des cours, ils l'ont arrêté du reste dans les... À la fin des années 70. Voilà, j'ai enseigné à peu près ces mêmes matières jusqu'à la fin de leur cours, pendant au moins une dizaine d'années. C'est amusant parce que je retrouve maintenant souvent, lors des réunions, des anciens élèves. En particulier, il y en a une que j'avais oubliée, qui est très célèbre maintenant, c'est Kathleen Perrier, qui m'a dit un jour, mais tu sais, tu as été... On se promenait et je disais, mais on va se tutoyer. Et elle me dit, oh, j'oserais jamais tutoyer mon professeur. Et je dis, quoi ? Mais oui, tu as été mon professeur à Bruxelles. Et j'avais oublié complètement. Alors il y a des personnes, beaucoup maintenant, qui sont plus très jeunes, qui ont été mes élèves. Et oui, et bon, et alors à l'étranger, ça m'arrive. J'ai enseigné à Bruxelles, à Stuttgart maintenant, j'enseigne régulièrement. Et je suis très contente parce que de toute manière, j'aime bien ce contact avec les jeunes. Je trouve qu'ils sont très intéressants, surtout quand on leur parle de choses pratiques. Et ils posent toujours des questions. C'est très enrichissant. Et en fait, tous ces contacts internationaux dont on parle, ce sont des contacts qui essentiellement se situent au plan national ou au plan européen. Mais sur le plan international, à part l'ICOM, j'entends, est-ce que tu as eu des missions Ah oui, bien sûr, par l'UNESCO. Par l'UNESCO. Ah oui, j'ai fait beaucoup de missions et j'ai arrêté parce que j'étais tout à fait désappointée sur les résultats. J'ai fait beaucoup de missions il y a déjà longtemps. J'étais à la Jamaïque, j'étais au Mexique, j'étais en Afrique. Et j'ai arrêté. Volontairement, j'ai refusé parce que je trouvais que c'était de l'argent gaspillé. C'est-à-dire qu'on me demandait de faire une mission de 15 jours, d'un mois. Je préparais la mission, j'étais avec les personnes qui avaient demandé la mission d'une façon très agréable. Moi, je passais un très bon moment. J'ai été faire des cours au Mexique, à l'école Churubusco, qui était intéressant. Et je me suis rendu compte que finalement, je me rendais compte des problèmes. Je faisais un rapport en faisant l'état de la situation, en demandant des moyens, mais pas des choses invraisemblables, en donnant une hiérarchie dans les besoins, et rien ne se passait. Rien ne se passait, et même quelquefois, je me suis rendu compte en particulier en Tunisie, j'étais reçue par le directeur des archives et de la bibliothèque. On faisait un travail pendant 15 jours. Ensuite, je faisais un rapport. Le temps que je fasse mon rapport, il avait changé. Le suivant ne s'en occupait pas du tout. C'est tombé. Il n'y a jamais eu de répercussions pratiques et positives des missions que j'ai faites par l'UNESCO. Et j'étais absolument désabusée. Et j'ai dit, plus jamais ça. Parce que je trouvais que c'était, dans le fond, vous payez un séjour agréable, discuter avec des gens agréables, leur diffuser la bonne parole, et puis une bonne parole qui servait à rien, puisqu'on ne leur donnait jamais les moyens. Alors, comment considères-tu l'activité de l'ICROM ? Parce que là, il y a effectivement des missions nombreuses. Mais ça, je crois que l'ICROM a fait des choses très positives, ce que ne fait pas l'UNESCO. Enfin, j'ai une dent contre l'UNESCO parce que je trouve que c'est du vent. Alors que l'ICROM, je crois que c'est quelque chose de très sérieux. Je crois que le programme en particulier, moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que fait Gaël de Guichin. Je trouve que c'est quelqu'un de tout à fait remarquable, qui a un contact avec le terrain, avec les hommes du terrain, qui a d'abord un contact humain, une chaleur, et qui a une intelligence, et qui sait faire passer, qui a un sens didactique que je n'ai jamais vu. Il sait faire passer un message comme personne. Alors, moi, j'ai été toujours éblouie de la façon dont il présentait le message qu'il voulait faire passer. C'est quelqu'un de remarquable à ce niveau-là. Et d'une part, il sait faire passer son message, d'autre part, il a le sens humain et les contacts humains.
Et il a fait des choses très positives. Son programme Préma est quelque chose de remarquable. Moi, je crois que tout ce qu'a fait Gaël au sein de l'ICROM est quelque chose de tout à fait remarquable. Ça n'a aucun rapport avec l'UNESCO, aucun. Alors, bon, moi, je n'ai pas fait de mission pour l'ICROM. J'aurais dû en faire dans un cadre du programme Préma. Il m'avait demandé si je pouvais aller en Afrique pour faire des cours sur le papier. Il se trouve qu'au moment où il me l'a demandé, j'étais occupée, je ne pouvais pas. Donc il a pris quelqu'un d'autre, et puis une fois que les enseignants sont là, ça roule. Et donc je n'ai pas participé au cours de l'ICROM pour en faire, mais j'ai eu des échos et je sais que tout ce qu'ils font sont très sérieux, très très sérieux. Ça n'a aucun rapport. Mais l'UNESCO, ils sont complètement à côté du problème. Ils donnent de l'argent, c'est de la poudre aux yeux. Et je crois qu'il ne faut pas marcher là-dedans, parce que c'est malhonnête. On donne l'impression de faire quelque chose, on envoie dans les pays qui ont des besoins évidents des experts, et ensuite on leur demande le rapport et basta, on classe le rapport dans un dossier et c'est terminé. C'est pas sérieux. Tu considères que des contacts directs de pays à pays sont beaucoup plus efficaces? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les missions que j'ai réalisées à la demande d'un pays sans passer par l'UNESCO, et ça m'est arrivé souvent, j'en ai fait au Portugal, ont été très très concrets, très intéressants. Je me souviens en particulier d'une mission que j'ai faite à Lisbonne, et ça j'ai adoré, dans le centre de conservation de Lisbonne, José Figueiras. Ils étaient en train de monter une section papier. Et il y avait 3 jeunes restauratrices absolument charmantes et exquises. Et la directrice de l'époque m'a demandé si je voulais bien venir passer 15 jours pour leur montrer l'essentiel, enfin bon, de leur passer un message sur les problèmes de restauration des papiers. Et ça a été merveilleux. J'en ai gardé un souvenir. Et je les revois souvent et elles ont beaucoup apprécié. Et moi, alors, j'étais enchantée. Les contacts, quand tu es demandé par un pays, d'une institution pour venir faire une mission, c'est merveilleux. Mais quand c'est propulsé comme ça par l'UNESCO, c'est tout à fait... À moins que... Moi, c'est ancien, hein, peut-être que maintenant ça a changé, peut-être que l'UNESCO a compris ce qu'il fallait faire et qu'ils ont la conscience d'envoyer des experts, que si ça peut être suivi des faits. Je ne sais pas. Parce que la dernière mission que tu as remplie pour l'UNESCO... C'est très loin, c'est une vingtaine d'années. Mais ce n'est pas peut-être simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces organisations internationales qui pourraient apporter une partie de bon sens aux interventions prévues? Non, je crois que c'est une philosophie de l'UNESCO. Oui. Je crois qu'ils ont envie de dépenser de l'argent pour faire bien. Ils envoient des experts, il y en a, mais... Et puis voilà. Ils ne suivent pas leur dossier. Moi, je crois qu'il faudrait faire moins d'expertise, moins de missions, mais que la mission soit concrétisée. Une mission qui n'est pas concrétisée, ça ne sert à rien. Concrétisée matériellement, concrétisée par un suivi, ça ne sert à rien d'envoyer un expert qui donne la bonne parole. On a vraiment l'impression qu'on fait une bénédiction. On fait du prêchi-prêcha. Et si ce n'est pas suivi des faits, qu'est-ce qu'ils n'en ont rien à faire? Parce qu'en fait, ce qui me frappe sur tout le parcours professionnel que tu as eu, c'est ce sens du rationnel. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Oui, mais c'est... savoir se battre au moment présent pour la bonne cause ou pour une cause que tu sais être bonne. Oui, je crois qu'il faut éviter, oui, moi je crois. Je n'aime pas du tout de remuer du vent pour du vent, tu vois. Je trouve qu'il faut s'investir. Très pragmatique. Voilà, pour des choses concrètes et qui aboutissent. Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux dans la profession. L'argent manque toujours et qu'il ne faut pas le gaspiller. Et qu'il faut être... Il y a tellement de besoins. Dans le fond, il y a tellement de besoins par rapport aux hommes qui travaillent dans cette profession qu'on n'a pas le droit de gaspiller le temps et l'argent de ces hommes. Et les femmes qui travaillent dans cette profession, comment font-elles pour concilier leur vie d'épouse, de mère, de famille Oui, c'est pas toujours évident. En réalité, tu touches à un autre problème. C'est une question d'organisation. Mais là encore, oui, si tu es bien organisé, ça peut marcher. C'est vrai qu'il y a des périodes difficiles. En réalité, le problème difficile, c'est pas
particulier à cette profession, c'est le particulier au travail des femmes. Et le travail des femmes, moi je trouve que ça pourrait être résolu si on les aidait à faire, si on faisait quelque chose pour les gardes d'enfants, si on augmentait les crèches, je trouve que c'est lamentable. Et maintenant, moi j'en ai beaucoup souffert, ça a été vraiment très acrobatique et la vie a quelquefois été difficile, uniquement pour des organisations de garde, parce que tu as une garde, un jour elle est malade, bon, enfin bref, il y a des ruptures de garde, et alors là, ça pose des questions insurmontables. Mais ce qui est triste, c'est que moi, je l'ai vécu avec difficulté, mais je vois maintenant mes propres filles qui sont dans des vies actives très très denses, elles rencontrent exactement les difficultés que moi j'ai rencontrées. Donc en une génération, ça n'a pas changé d'un iota. Pas changé d'un iota. Je le disais encore à une de mes filles il n'y a pas longtemps, et là, exactement la difficulté que j'ai rencontrée. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que maintenant, toutes les femmes doivent travailler. Et on ne peut plus vivre décemment avec un seul salaire. C'est de plus en plus difficile. C'était déjà pas évident. Les femmes travaillaient déjà pas mal à ma génération. Mais maintenant, c'est devenu encore beaucoup plus courant et encore beaucoup plus nécessaire. Et on n'a rien fait, tout au moins en France. Je ne suis pas sûre qu'ailleurs, ça soit mieux. Je crois que c'est encore pire. En Allemagne, je sais que c'est pire. Et en Angleterre aussi. Alors là, il y a un problème. Je ne peux pas le comprendre, ce problème. Je ne peux vraiment pas le comprendre. Alors, on fait des décrets en France absurdes. On donne 15 jours de congé paternel. Mais c'est ridicule. C'est aberrant. Ce n'est pas le problème. Il faut une structure de garde d'enfants correcte pour que les femmes puissent travailler correctement. Mais ça n'existe toujours pas. Alors combien de générations il faudra pour arriver à résoudre ce problème qui devrait être résolu facilement? Enfin, je ne sais pas. Alors, je te posais cette question parce que, connaissant un peu ta carrière, et puis tenant compte aussi du fait que dans l'activité de restaurateur, la profession de restaurateur, on trouve entre 80 et 90 ou 95% de femmes. Oui, c'est vrai. Et en plus, le métier de restaurateur, c'est pas toujours évident. Ça se passe souvent en déplacement. Ça dépend des matériaux qu'on restaure. Mais quand on restaure des peintures murales, on ne sait pas forcément à 50 mètres de l'endroit où l'on vit. Donc ça doit être encore plus compliqué. Non, mais c'est vrai que toutes ces jeunes femmes ont des difficultés difficiles à surmonter. Mais enfin, bon, quand on a la foi, on se débrouille. Maintenant, il faudrait interroger. Moi, j'ai eu 3 enfants. Et il faudrait interroger les enfants pour savoir comment ils ont vécu la vie professionnelle de leur mère. Peut-être on peut peut-être le voir à travers leur vie de couple actuelle. Parce qu'en si j'ai compris, tu es grand-mère. Oui, j'ai 3 enfants qui sont mariés, qui sont toutes les 3 des très belles situations, qui vont très bien. Donc déjà, il y en a un qui est normalien, l'autre qui est médecin, et la 3e qui est architecte. Et tous les 3 travaillent beaucoup dans leur profession. Donc ils ont réussi leur vie professionnelle, c'est sûr. Ils sont tous les 3 mariés, il n'y en a pas encore de divorcés. Apparemment, ils ont l'air d'être heureux. On ne peut jamais savoir. Est-ce que 2 des filles ne font pas partie de ta bibliographie mais je crois, pas dans ta biographie. Je crois qu'il y a mes filles, parce qu'à l'époque, on avait de l'argent pour payer les jeunes étudiants pendant les vacances, et j'ai engagé tous mes enfants. Ils ont travaillé au laboratoire pendant la période, donc ils ont signé, c'est vrai, ils ont signé des publications. Quand ils ont travaillé sur une recherche, je leur ai fait signer. Si c'était à refaire, que changerais-tu si tu changeais quelque chose? Dans ma vie professionnelle, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Pour conclure, je trouve que j'ai eu une carrière professionnelle extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que j'ai fait un travail qui m'a toujours amusée. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé travailler en équipe. J'ai beaucoup aimé les gens qui m'ont entourée dans mon équipe. J'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de collègues qui sont devenus des amis, dont toi. J'ai rencontré des gens absolument passionnants. J'ai pas eu beaucoup de conflits. J'ai eu des difficultés administratives, mais j'ai pas eu de patron. J'ai jamais eu de patron. C'est extraordinaire. J'ai eu des directeurs, bien sûr, les directeurs des départements qui jugeaient mon travail. Mais disons, c'est pas le patron qui est sur votre dos et qui vous dit que non, cette recherche ne l'intéresse pas, il faut changer du jour au lendemain. J'ai eu des directeurs de département qui jugeaient mes rapports, c'est pas un patron. Je n'ai jamais eu de patron, j'ai toujours été... C'est extraordinaire, j'ai toujours été maître à bord. J'ai toujours été maître à bord, j'ai toujours choisi
tout mon personnel, je l'ai engagé, donc si je l'ai mal engagé, c'était tant pis pour moi. Bon, il y a eu des conflits, toujours, des petits raillements, mais dans l'ensemble, j'ai eu une équipe extrêmement sympathique, un travail passionnant, une équipe sympathique, des collègues extraordinaires. J'ai une carrière époustouflante. Alors évidemment, si je refaisais ma carrière, ce que j'aimerais bien du reste, je ne suis pas sûre que je ne m'orienterais pas dans la recherche médicale. Parce que un de mes problèmes, c'est est-ce que j'ai été utile? C'est toujours mon complexe. Ah oui? Ah oui, ça a toujours été mon scrupule, en me disant je m'amuse beaucoup, je fais un travail que je trouve passionnant, mais est-ce que c'est bien utile? Parce que les objets sur lesquels tu as travaillé ne manifestent pas? Si tu veux, je me pose la question toujours. Est-ce que finalement, in fine, ce que j'ai fait est vraiment valable? Ah oui? Ah oui, ça c'est une question que je me pose constamment. Parce que bon, j'ai pas fait les grandes découvertes. J'ai fait des applications, tu vois. Je n'ai pas fait de recherches qui nécessiteraient la médaille d'or du CNRS, je ne parle pas du prix Nobel. Je n'ai pas fait la découverte du siècle. J'ai fait de la recherche pratique, j'ai fait des mises au point, je n'ai pas fait le grand machin. Mais tout de même, la reconnaissance que le milieu professionnel, international et national a eu à l'égard de ta carrière. Simplement, par exemple, tu es invité à parler, seule étrangère, à l'IRPA lors du 50e anniversaire de la fondation. Oui, mais ça, j'étais invitée, j'étais très touchée, j'ai bien aimé, parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai connu Cormand, j'ai connu Sneyers, j'ai donné des cours, alors ils m'ont invitée comme en ancienne de l'IRPA. J'ai connu Liliane, Liliane m'a invitée. Moi, j'ai connu Liliane quand elle rentrait à l'IRPA, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a invitée. Je pense que tu n'es pas la seule. C'est pas parce que je suis géniale. Non, c'est pas ça, mais simplement que ton activité a été vraiment utile, non? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Justement, je ne sais pas. C'est la question que je vous... Je me suis amusée. J'ai trouvé que c'était formidable. Mais est-ce que j'étais vraiment utile? Je t'assure que dans 30 ans... Je trouve que je n'ai pas trouvé grand-chose. Je t'assure que dans 30 ans, quand on réentendra ces archives, la position des auditeurs sera certainement tout à fait favorable. Je ne sais pas. Alors justement, je me dis, si je refaisais une carrière, je ferais sans doute pas mieux. Est-ce que je n'arriverais pas à trouver des choses plus révolutionnaires dans le domaine médical? Parce que le domaine médical me frappe beaucoup. Je trouve que quelqu'un qui fait une avancée sur des recherches sur le sida ou sur le cancer, tu vois, quelqu'un qui a amené son grain de sable à la mise au point d'un protocole pour améliorer des maladies, de rendre curables des choses qui étaient incurables, je trouve ça merveilleux. Et je trouve qu'en fin de carrière, si on a amélioré quelque chose, on doit se dire, j'ai quand même été utile. Maintenant, voilà, le gens qui a un cancer du sein, maintenant on peut le guérir, avant on ne pouvait pas, grâce à la recherche que j'ai faite dans tel et tel. Tu vois, moi, je ne peux pas dire ça. j'ai pas révolutionné le monde, tu vois, c'est un peu, je me dis à quoi j'ai servi. Je me suis amusée, mais est-ce que ça a été bien utile? Ah oui, certainement. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Françoise.